Bonjour à tous. Produire son électricité en mettant chez soi des panneaux solaires et la consommer sur place, un rêve qui attire plein de monde. D'après un sondage d'Enerplan, 50% des Français désirent investir dans des panneaux solaires en autoconsommation. Les écolos et les entreprises privées poussent fortement à l'autoconsommation avec l'idée que c'est un progrès, que c'est mieux de faire du local. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Quelles en sont les conséquences? Je vais ouvrir tiroir après tiroir pour trouver la réponse qui n'a rien d'évidente. Vous allez voir, c'est passionnant. Quand vous installez des panneaux photovoltaïques chez vous, vous avez trois façons de les valoriser. La première, autoconsommer la totalité de l'énergie produite sans être raccordé au réseau. Ça, c'est la solution hardcore. C'est un choix extrêmement rare et il demande beaucoup de matériel si vous voulez aussi du stockage sur batterie. La deuxième, vendre la totalité de l'énergie produite. On reçoit alors un revenu annuel en fonction du nombre de kilowattheures produits, entre 15 et 18 centimes le kilowattheure. Vous continuez à utiliser l'électricité du réseau. Inconvénient, vos factures ne diminuent pas et vous êtes touché comme les autres par les hausses de tarifs. La troisième méthode, consommer une partie de la production et vendre le surplus à 10 centimes le kilowattheure. On obtient alors une réduction de sa facture en fonction du nombre de kilowattheures consommés. Et quand on ne produit pas assez, on achète au réseau. Je vais parler de ce choix-là dans la suite de la vidéo. Alors est-ce que c'est bien écolo? Regardons ça. Quand vous parcourez des sites qui vendent des systèmes d'autoconsommation solaire, l'argument est imparable. Le coût de l'électricité ne fait qu'augmenter. Plus 40% en prévision sur les 8 prochaines années. Si on ajoute à cela une planification désastreuse des différents gouvernements successifs pour développer des gros moyens de production, il semble alléchant d'installer des panneaux solaires chez soi. J'ai pu lire que produire de l'électricité chez soi coûte environ 9 centimes le kilowattheure et que c'est 2 fois moins cher que de l'acheter au réseau. Avec la crise actuelle, l'écart est encore bien plus important. Oui, autoconsommer c'est économiquement intéressant et c'est un retour sur investissement de près de 10%. Le réseau électrique français est hyper efficace. 8% de pertes en moyenne sur le réseau électrique et de distribution. Or, en mettant des panneaux solaires sur le toit, ils sont moins bien aérés que ceux qui sont mis au sol, ce qui engendre une perte de rendement de 5% environ, auquel il faut rajouter la contrainte de la toiture qui nous impose l'orientation et l'inclinaison, ce qui fait que l'on perd facilement 10 à 15% par rapport à des panneaux solaires mis dans un champ. Autrement dit, il vaut vraiment mieux mettre 10 MW de solaire dans un grand terrain que 1000 personnes qui mettent 10 kW chacune sur leur toit. Donc l'idée de dire je mets sur mon toit, je produis directement, je suis dans le circuit court et j'aurai moins de pertes, c'est faux. Le grand intérêt de mettre des panneaux solaires sur un toit est justement d'éviter l'artificialisation des sols. Car quand on voit des projets comme celui de la centrale solaire de Socat en Gironde, qui va s'étendre sur 1000 hectares et nécessite d'abattre une forêt, ça pose question, je trouve. L'autoconsommation est prônée par certaines personnes et certains industriels avant tout comme un moyen de se passer du nucléaire et de lutter contre le réchauffement climatique. Rappelons que le nucléaire français a un bilan carbone de 3,7 grammes par kilowattheure d'après EDF. Le panneau solaire a un bilan carbone qui s'élève en moyenne à 55 grammes, mais avec une fourchette pouvant varier entre 39 et 89 grammes selon l'ensoleillement, la technologie utilisée et le pays de fabrication des panneaux. L'occasion de dire qu'un panneau français aura un meilleur bilan carbone que s'il est allemand ou asiatique. Avec ces différents chiffres, on pourrait croire qu'installer du PV, c'est pire pour le climat. J'avais montré dans une vidéo précédente que ça réduisait surtout le bilan carbone du mix électrique de nos pays voisins. Et vu que le CO2 est une préoccupation mondiale, c'est positif quand même. Néanmoins, cette logique est en train de changer. 1. La consommation électrique française ne va faire qu'augmenter et beaucoup. Si, mais je ne vais pas développer ce point-là maintenant. Et 2. Les programmes nucléaires et éoliens n'ont pas été développés à temps. Pour ces raisons, l'autoconsommation à base de panneaux photovoltaïques sera utile pour continuer à avoir un mix énergétique bas carbone. Bon, ce que je viens de dire est à moitié juste car c'est une vision macroscopique. La théorie quoi. Regardons un peu plus en détail la réalité. Avant de faire cette vidéo, j'ai interviewé des entreprises qui installent des systèmes d'autoconsommation et c'est très éclairant. Par exemple, l'une d'elles vend à ses futurs clients une économie pouvant aller jusqu'à 70% de leur facture énergétique grâce à des panneaux solaires et une box qui permet de suivre la consommation.
Le PDG m'a expliqué que quasiment tous leurs clients passaient par les mêmes phases. La première phase, quelques mois après l'installation, les clients les rappellent pour se plaindre car leur facture n'a pas diminué, au contraire parfois elle a même augmenté. Mais comment est-ce possible? Vous, mes fidèles followers, vous avez la réponse, l'effet rebond. Ah, il est terrible lui, hein. Les propriétaires se disent du coup, chouette, je peux consommer plus vu que je n'achète qu'une partie de mon électricité. Et là, on passe à la deuxième phase. L'entreprise doit éduquer ses clients et leur apprendre à consommer différemment. Viser une baisse de 30% de sa facture est alors envisageable. Regardons des profils d'autoconsommation. Ici en bleu, ce que le système produit et en rouge, la consommation du foyer. Le but est que les deux courbes soient les plus symétriques possibles afin de consommer le plus possible ce que tu produis. Cela nécessite par exemple de lancer le lave-vaisselle ou la machine à laver quand il y a du soleil et pas le soir. Je connais une entreprise qui a équipé de panneaux solaires la maison d'un employé et monitoré son usage de l'énergie. Une des conclusions était que le système mettait une tension dans le couple car l'un reprochait à l'autre de lancer la machine à laver alors qu'il n'y avait pas de soleil, et de l'autre de répondre qu'il n'avait qu'à le faire lui-même. Au-delà de cette anecdote, la principale vertu de l'autoconsommation pour moi est de se réapproprier sa consommation électrique et de se rendre compte qu'elle ne tombe pas du ciel et que oui, changer nos comportements peuvent mettre des tensions dans une vie de couple ou de famille, surtout quand tous ne sont pas au même niveau, on va dire, d'engagement écologique. Mais que se passe-t-il les jours de mauvais temps ? Comme le montre cette courbe avec une production quasi nulle. Eh bien, on compte sur le réseau national. Et c'est là que l'on peut légitimement se poser la question, est-ce que l'autoconsommation est vraiment favorable au climat ? En comptant sur le réseau national, on se retrouve à avoir développé deux systèmes. Le premier, le réseau national, c'est-à-dire de grandes centrales de production, le réseau, les transformateurs, etc. Et puis des équipements chez soi pour de l'autoconsommation que l'on a dû produire en plus du réseau national. Donc des panneaux solaires, des batteries éventuellement, un onduleur, etc. Et là vous allez me dire, oui mais mon installation permet de réduire le nombre de centrales du réseau. Eh bien, regardez les courbes de production d'un gros projet d'autoconsommation dans le tertiaire réalisé par l'ALEC, une agence locale de l'énergie et du climat. Sur l'abscisse, on voit la production selon les mois de l'année. Regardez comme la courbe bleue s'écroule les mois d'hiver. Or en France, c'est l'hiver surtout que l'on consomme. Si on regarde à l'échelle du bâtiment, la courbe rouge montre le taux d'autoproduction dans la part de consommation du bâtiment. On tombe à 3% en décembre-janvier, en montant à 52% en juillet. Ce système est en plus équipé d'une batterie qui d'ailleurs plombait économiquement ce projet avec 20% des coûts pour la batterie. Donc 3%, on voit bien que ça ne permet vraiment pas de fermer des centrales et qu'il est vraiment impossible de se passer du réseau national. C'est ce qui fait dire à un ami chercheur dans les réseaux électriques que l'autoconsommation, ça ne sert pas à grand chose car votre système d'autoconsommation va produire en été quand le besoin en énergie est le moins important et ne va quasiment rien produire en hiver au moment où on en a le plus besoin. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait exact et il faut encore aller creuser plus profondément. On croit que l'important pour le climat est de baisser notre consommation et effectivement c'est important. Mais il y a plus important et ce n'est absolument pas intuitif. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus limpidement possible et ce qui est applicable pour la France métropolitaine, qui est un cas particulier, ne sera pas pour ailleurs. Le mix électrique français est à 93% décarboné. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce sont 93% pour lequel le combustible ne coûte rien. L'uranium coûte moins de 5 € par mégawattheure. L'eau, le vent et le soleil sont gratuits. Le coût du système électrique français est à 80% lié à la puissance qu'il doit être capable de fournir, c'est-à-dire le développement de centrales, le réseau de transport et le réseau de distribution. Contrairement si on était avec des centrales à gaz ou charbon, où là le coût est dans le combustible. Alors le chiffre de 80% n'est pas du tout exact, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est un peu pareil pour le CO2 émis. J'ai demandé des chiffres à RTE, mais je ne crois pas qu'ils existent. On peut quand même fortement supposer que le coût carbone est essentiellement dans la construction de tout le système électrique, pas dans son utilisation. Attention, ce raisonnement n'est pas valable en Allemagne ou en Belgique par exemple. Donc si vous voulez avoir une démarche altruiste en installant de l'autoconsommation en France, c'est-à-dire si vous voulez réduire ce que vous demandez au système électrique national, ça sert peu de réduire l'énergie que vous appelez si vous ne réduisez pas votre pointe de consommation.
Je redis, si vous voulez réduire ce que vous demandez au système électrique national, ça sert peu de réduire l'énergie que vous appelez si vous ne réduisez pas votre pointe de consommation. Pourquoi? Parce que RTE et Enedis doivent dimensionner le réseau par rapport au maximum demandé. Donc il faut essayer de baisser sa pointe afin de changer la puissance de votre abonnement. C'est-à-dire par exemple de passer d'un abonnement de 9 kVA à 6. Si vous arrivez à faire ça, alors vous avez une démarche intéressante, car ça permet au réseau national de diminuer le dimensionnement du réseau. Si je dois prendre une image, l'important est de réduire la taille du tuyau qui arrive chez vous et pas seulement la quantité qui passe dans ce tuyau. Vous voyez, c'est un peu plus précis que de dire consommer quand il y a de la production. Mais là encore, il faut que j'ouvre un autre tiroir. Je vous l'avais dit, c'est passionnant. Nous n'avons pas tous le même logement et la même consommation. Or, l'intérêt de l'autoconsommation dépend fortement de la configuration de votre logement. Dans un logement mal isolé, ce qui est le cas le plus fréquent, votre pointe de consommation sera en hiver pour chauffer votre logement, votre eau chaude sanitaire et éventuellement votre jacuzzi pour certains. Pas en été. Dans cette configuration, l'autoconsommation ne permettra pas de baisser la pointe, diminuant fortement son intérêt écologique. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai montré, 3% couverts par l'autoproduction en hiver. Et encore, c'était du tertiaire. En plus, la pointe en hiver est assurée par des centrales au gaz et au charbon de nos voisins. Donc c'est le moment le plus crade en émissions CO2. Par contre, dans un logement très bien isolé, on n'utilise quasiment aucune électricité pour se chauffer. Et là, les raisonnements changent. Selon vos équipements, la pointe à terme pourrait bien être en été à cause de la climatisation. On peut hurler autant qu'on veut sur la clim aujourd'hui, mais quand il y aura des pointes à 50 degrés dans beaucoup de logements, ce sera juste invivable sans clim. Et bien dans ce cas, l'autoconsommation prend tout son sens. C'est l'été que vous aurez votre pointe à baisser et ça tombe bien, c'est à ce moment-là que vos panneaux solaires produiront le plus, quand justement vous avez besoin de refroidir votre habitat avec la clim. On va regarder maintenant ce que ça veut dire l'autoconsommation pour la société. Pour ça, on va parler d'autoconsommation collective avec un projet australien hyper intéressant, le projet Renew Nexus. Ce projet se base sur le constat que le solaire en toiture s'est fortement développé, mais que son ajout à un réseau centralisé cause de nombreux problèmes. On peut résumer les problèmes en 3 points. 1. Au niveau électrique, l'offre excédentaire des panneaux solaires photovoltaïques à midi rend complexe la programmation de production d'électricité et crée des flux d'électricité inverses qui vont vers les réseaux de distribution. On doit également installer plus d'équipements pour stabiliser le réseau. 2. Au niveau économique, les prix de gros au kilowattheure varient considérablement, allant de prix de midi extrêmement bas ou négatifs à des prix de pointe en soirée régulièrement élevés, ce qui pose également des problèmes de programmation de la production de base, car la production solaire intermittente est prioritaire. Au niveau économique encore, l'augmentation du solaire signifie que les services liés à la stabilité de la fréquence deviennent de plus en plus chers. Oui, contrairement au discours général, mettre des panneaux solaires, ça complexifie beaucoup de choses. On essaie de corriger ça avec des incitations tarifaires, mais sans grand succès. C'est là qu'intervient cette étude australienne bien intéressante. Ils ont créé un microgrid, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un petit réseau local sur l'échelle de 48 foyers pour faire de l'autoconsommation. Certains sont équipés de panneaux solaires, d'autres non. En s'appuyant sur une blockchain, ils vont pouvoir faire de l'achat-vente de la production en interne du réseau local. On appelle ça du pair à pair. On voit ainsi en jaune l'électricité qu'ils s'échangent entre eux. En gris, celle qu'ils vendent sur le réseau national. Et en bleu, celle qu'ils achètent au réseau national. On voit que l'autoconsommation en jaune est faible par rapport à la quantité revendue. Dans ce test, 70% des familles sur les 48 avaient des panneaux solaires et donc que 30% qui avaient besoin d'en acheter. Du coup, ils ont fait un second round avec cette fois seulement 10 producteurs et 20 consommateurs. Résultat, on est passé de 82% d'énergie déversée sur le réseau à 62%. C'est toujours au-dessus du niveau attendu. La raison principale est toujours la même. Quand ton panneau solaire produit en pleine journée, eh bien ce n'est pas là que tu en as besoin. Par contre, tu la voudrais à 7 h du matin et à 19 h, comme le montre bien ce graphe. On peut en tirer beaucoup d'enseignements de ce projet. Le premier est que ceux qui ont vu un intérêt financier par rapport aux tarifs habituels sont ceux qui consomment beaucoup. Ici, plus de 11 kWh par jour. Alors que ceux qui consomment peu payent plus cher que le tarif habituel. Le deuxième enseignement est que les participants étaient enthousiasmés par la possibilité de faire du trading d'électricité,
mais qu'ils étaient découragés par la structure tarifaire qui donnait un coût important à l'abonnement au réseau local. On voit bien que tout l'enjeu de ce genre de solution est de mettre le bon tarif pour encourager les habitants à consommer lorsque le soleil brille. Mais moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette expérience, c'est l'avis des bêta-testeurs. Un grand pourcentage des utilisateurs ont déclaré que ce système les rendrait plus susceptibles de se déconnecter du réseau national. Ça montre un cruel manque de compréhension de la part des participants des effets de la déconnexion du réseau national électrique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les rapporteurs de l'étude. Cela souligne la nécessité pour les gestionnaires de réseau de mieux éduquer le grand public qui ne comprend pas réellement comment fonctionne un réseau et comment sont construits les tarifs et factures. Et là, on touche au cœur du problème, l'injustice sociale. Si je prends ma dernière facture EDF, ramenée à 100 €, je paye 62 € de conso qui paye les producteurs d'électricité, 12 € d'abonnement, 11 € de taxes et contributions qui sont indexées au kilowattheure consommé, 15 € de TVA qui est indirectement lié aussi au kilowattheure consommé. Maintenant, imaginez que je produis une partie de mon énergie. Déjà, vous allez payer moins de TVA. Or, la TVA permet de faire fonctionner le bien commun de notre société. Et ensuite, vous allez payer moins de taxes et contributions qui financent le service public de l'électricité, c'est-à-dire les zones difficiles à alimenter, le tarif de solidarité pour les citoyens précaires, etc. Mais aussi tout ce qui permet de financer les réseaux électriques. Donc si d'un seul coup on généralise le PV en toiture, quelque part on ne finance plus le bien commun par les taxes et le financement du réseau. Les personnes vont utiliser toujours de la même façon le réseau, mais moins le financer. Bon, première chose, avant de penser à installer de l'autoconsommation, isolez votre logement, ce sera de l'argent bien mieux investi. Tout le long de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer les avantages écologiques assez limités de l'autoconsommation que je peux résumer en 1. Ça permet de se réapproprier la production énergétique et prendre conscience que l'électricité, ça ne tombe pas du ciel. 2. Ça permet d'éviter d'artificialiser des sols en mettant des panneaux solaires sur votre toit. 3. Ça permet de mobiliser de l'argent privé pour atteindre nos objectifs d'électricité décarbonée. Et enfin, ça permet de baisser l'empreinte carbone du pays, mais de façon assez marginale si on consomme comme d'habitude. Par contre, si vous acceptez de consommer quand vous avez de la production énergétique, mais surtout de baisser votre pointe, vous pourrez apporter un vrai bénéfice écologique et à la collectivité. De mon expérience, je ne connais personne qui le fait. Mais leur a-t-on expliqué? Je fais le constat que les personnes sont gagnantes quand leur système produit et quand il ne produit pas, elles demandent au réseau national d'assurer le service. Vous l'aurez compris, j'ai un gros problème de fond avec l'autoconsommation comme elle est proposée aujourd'hui. Elle permet à des personnes qui ont des maisons d'installer un système pour payer moins cher leur électricité. Alors que la personne qui vit en HLM, elle ne pourra jamais faire ça. À la sortie de la guerre, on a considéré comme un progrès de nationaliser tous les systèmes de production pour que tout le monde paye le même tarif qu'il habite en Bretagne, à Nice ou en Corrèze. On avait bien compris l'intérêt de la mutualisation. Or maintenant, au nom du climat, au nom du local, on pousse à l'autoconsommation, ce qui fait que cette égalité de tarifs disparaît et que la solidarité diminue. L'expérience australienne montre que les personnes veulent gagner avant tout de l'argent en revendant le plus cher possible à leurs voisins. Bref, on est encore dans le pur libéralisme et dans l'égoïsme. Et ce qui est étonnant, c'est que l'État fournit des aides financières pour ça. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'aider les riches à payer moins? Le rôle de l'État devrait être de mettre de l'argent pour gérer les situations difficiles, c'est-à-dire pour le réseau électrique de réussir à négocier les pics de consommation. Et pour cela, il vaut mieux démultiplier les aides pour l'isolation des maisons afin de baisser les pointes de l'hiver. Et pour la production d'électricité, mettre de l'argent dans de nouvelles centrales, car mutualiser sera toujours une meilleure solution pour le réseau. En tout cas, vous l'aurez senti, il y a un très gros enjeu autour de la tarification avec le coût de l'abonnement pas assez élevé, avec les taxes de solidarité indexées au kilowattheure consommé. C'est pas simple et on ne va pas résoudre ça dans cette vidéo. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'on est en train de rompre un équilibre en faveur de ceux qui ont des moyens. Et ça soulève des questions de justice sociale. La bonne démarche autour de l'autoconsommation devrait être celle-ci. Il faudrait d'abord fixer un objectif du mix énergétique que l'on souhaite. Et ensuite se poser la question du solaire. Sous quelle forme? Faut-il des centrales de 10 MW ou même de 1 GW? Ou plutôt des installations sur les supermarchés ou les parkings? Ou à coût de 5 kW chez les particuliers? Mais pour ça, il faudrait un État planificateur avec une vision politique. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Merci pour vos retours, pour le soutien à un Tipeee pour l'écologie efficace et n'hésitez pas à vous abonner. Tchuss!